Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je m'appelle Éric Dunquian, je suis professeur à 3IS Paris et coordinateur des masterclass et je suis accompagné ce soir de Jérôme Casabianca, responsable pédagogique à 3IS Lyon. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Eric, bonsoir à nos étudiants et étudiantes présents et en ligne ce soir, mais aussi aux intervenants et collègues à l'école. Ce soir, nous allons accueillir Isilde Lebesco. Bonsoir Isilde. Bonsoir. Isilde, on vous connaît surtout en tant que comédienne, mais vous êtes aussi auteure, productrice et réalisatrice. Et vous avez une relation depuis peu, on va dire, privilégiée avec 3IS, puisque certains de nos étudiants ont œuvré auprès de votre dernier long métrage. Et plus largement, ce soir, on parlera de la place des femmes à la réalisation. Je propose qu'on commence cette masterclass par votre carrière d'actrice. Comme nous avons ce soir quand même quelques étudiants qui seront dans le futur en filière acting, les premières questions se porteront quand même justement sur votre formation. Comment vous avez commencé? Quelle formation avez-vous eue? Et quels a été ces premiers contacts avec le monde professionnel pour vous? Alors, je crois que la formation, elle a été très intuitive et le fait de ne pas être très mentalisée dans un système scolaire très inscrit et que je prenais très au sérieux m'a, je pense, permis d'être très intuitive et je crois que c'est très essentiel pour un acteur d'être à même de se laisser porter par une émotion. Et puis, je crois d'avoir une forme d'empathie pour captiver l'émotion de quelqu'un et pouvoir la retranscrire. En tout cas, dans la manière dont j'ai fait l'actrice. On peut évidemment le faire autrement, mais moi, c'était plutôt ça. Vous avez été assez vite reconnu par la profession parce que vous avez été nommé 2 fois au César du meilleur espoir féminin pour Zad et Roberto Zucco. Ces nominations, quel impact ont-elles eu sur votre carrière, puis même sur l'actrice que vous êtes? Eh bien, moi, je faisais tout très, très sérieusement, mais je ne me prenais pas au sérieux. Donc, en fait, on sait les jalons, les récompenses. Eh bien, très tôt, j'ai pressenti que ce n'était pas ça l'essentiel, que c'était surtout de la chance, des occasions. Mais je ne sentais pas que parce que j'avais des nominations ou des prix, j'étais meilleure qu'une autre, ou j'arrivais à un point culminant. C'est lié au hasard. Et c'est pas ça qui constitue son métier et l'essence de son métier. Face à une pluie peut-être d'opportunités, de chance, hein, comme vous le dites, et face aussi à l'inspiration et l'instinct que vous avez en tant qu'actrice, est-ce qu'il vous est arrivé quand même de refuser des rôles et des films dans lesquels on vous désirait? Oui, parce que quand j'avais justement ces prix, ces Césars, parfois on me proposait des choses auxquelles je ne correspondais pas pour peut-être des mauvaises raisons. Et ça, finalement, à un moment donné, ça se voit, ça se sent et les choses ne se font pas puisqu'il y a des évidences, il y a des rencontres. Alors, on ne force pas les choses, je crois. Et s'il n'y avait pas une vraie rencontre entre un personnage et une histoire que j'avais envie d'incarner, et un réalisateur dans lequel lâcher prise, donc une forme de lien, de connexion, quel qu'il soit, eh bien, ça ne se faisait pas. Il faut vraiment, pour qu'un projet avec un acteur se fasse, la rencontre de 3 choses, du projet, du personnage et du réalisateur. Et éventuellement, après, toutes les questions logistiques. Pour approfondir votre réponse, est-ce qu'il y a vraiment des personnages en particulier qui vous attirent particulièrement, des univers dans les projets qu'on vous propose, quelque chose qui vous inspire directement? Je pense que j'étais assez inspirée par les films que les réalisateurs avaient fait avant, s'ils me touchaient ou pas. J'avais plus envie d'être... c'était plus ça qui me touchait à cette époque.
ou parfois la persistance de quelqu'un aussi sur un projet. Mais comme moi, j'ai toujours écrit, peint et fait des films, être actrice, ça passait après quand même. Comment vous prépariez vos rôles? Quelle était la relation justement avec les réalisateurs, les réalisatrices ou les metteurs en scène? Comment vous vous prépariez à tout ça justement? Eh bien, déjà, j'apprenais mon texte longtemps à l'avance, afin que je puisse l'oublier. Et justement, après, qu'il soit vraiment en moi, tout naturellement. Et puis, je portais beaucoup d'attention aux costumes, aux chaussures, aux vêtements. Tout ça, ça crée la démarche. On n'a pas la même démarche si on décide de marcher pieds nus ou si justement on est avec des hauts talons. Donc tout ça construisait avec le texte le personnage. Dans l'un de vos derniers rôles, vous avez joué donc dans Un jour fille de Jean-Claude Monod. C'est un film qui raconte l'histoire vraie d'Anne Grandjean. C'est une personne qui est née intersexe au XVIIIe siècle et qui a vécu un calvaire, ce qui est raconté par le film. Alors avant de vous parler de ce film, on va regarder la bande-annonce, s'il vous plaît. Au village, certains disent que je suis un drôle d'animal, à la fois garçon et fille. J'ai vu Sophie avec Antoine. C'est pas à la place de Sophie que j'aurais aimé être. C'est à la place d'Antoine. Mais si ses sentiments la poussent vers les filles, si elle est aussi garçon que fille, il serait plus convenable qu'elle change d'habit. Ce sera un grand bouleversement pour elle, pour nous tous. Comment m'appellera-t-on maintenant? Jean-Baptiste. Rendez-moi la fille qu'elle était. Tu as vu, je ne suis pas comme les autres hommes. Grandjean est-il, d'après votre avis, un hermaphrodite à dominante homme ou femme? Je ferai casser ce jugement, qui est une honte pour notre âge éclairé. Mais la justice a à assurer le respect de nos institutions cardinales et à punir les abominations. Mais elle n'a pas à produire d'abominations. Silence! Mais quel crime est-ce là qui dépend d'un habit? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a attiré dans ce projet pour que vous l'ayez accepté et nous définir aussi le rôle que vous avez dans ce film? Eh bien, le scénario était vraiment très beau. Je trouvais l'histoire très belle et de l'autre genre, on peut avoir des avis parfois extrêmes. Et en fait, quand on voit la trajectoire de quelqu'un et toutes les souffrances dans la vie que ça a pu induire de ne pas avoir le bon corps, de sentir qu'on n'a pas le bon corps, au-delà même d'une forme de mode, même aujourd'hui, qu'il peut y avoir de vouloir changer de sexe, j'aimais en fait plonger dans ce questionnement, dans cet univers ontologique. Et ouais. Et vous pouvez nous parler de votre rôle spécifiquement dans le film? Eh bien, là, pour le coup, c'était vraiment le film que j'avais envie de soutenir. Et de participer, en fait. Et mon personnage, c'est un personnage d'une mère un peu désarçonnée, en fait, qui ne sait pas vraiment quoi faire, mais qui, en même temps, aime son enfant, qu'il soit homme ou femme. Très bien, merci. On va passer assez vite à un autre volet donc, de notre rencontre, donc, c'est-à-dire votre carrière de réalisatrice. Et on reviendra aussi avec vos questions sur la carrière d'actrice, si vous en avez bien évidemment. Parce que vous passez au début des années 2000 à la réalisation, avec une série de courts-métrages puis de longs-métrages. Quelle a été l'impulsion pour passer derrière la caméra? Alors en fait, c'est une petite anecdote où je n'aimais pas l'école. Et je voulais arrêter l'école et ma mère m'a fait promettre de travailler et d'écrire un scénario pendant le temps où j'allais pas à l'école. Et ce que j'ai fait très sérieusement. Donc voilà, j'ai écrit ce scénario. Puis après, c'était très naturel pour moi de le faire.
j'ai toujours fabriqué, peint et fabriqué des maquettes de choses. Donc, voilà, j'ai fait la maquette de mon décor, j'ai cherché des enfants. Et étant très jeune, je ne me suis pas posé la question, tiens, je le fais pas. Finalement, c'est peut-être un peu trop gros pour moi. J'étais vraiment, pas après pas, mais j'avais que cette direction. Mais alors justement, il y a la peinture, il y a la scénarisation. Quand est-ce que vous avez rencontré une caméra justement et comment ça s'est passé avec ce pouvoir d'enregistrer, de capter? Alors ça, je l'ai eu bien avant de faire mon premier film. Avec mes frères et sœurs, on s'amusait beaucoup avec des VHS, de faire des films entre nous. Je reconnecte avec ce que vous nous dites aussi avec votre démarche d'actrice. On a l'impression que le passage à la réalisation, c'est quelque chose d'assez organique. En fait, la manière dont ça se déploie chez vous, alors que la réalisation, ça pourrait être quelque chose d'assez pas à pas, voire besogneux, voire même assez une espèce de construction des fois assez intellectuelle. On sent que c'est quelque chose qui vient spontanément, on a l'impression. Oui, mais ça, en fait, dans la réalisation, ce qui est assez incroyable, c'est que en France, ça demande vraiment beaucoup de talent, notamment celui d'écrire des scénarios, celui d'insuffler une émotion, celui de construire une histoire. Et on ne les a pas forcément tous. Parfois, en fait, la réalisation vient de la narration, de vouloir construire une histoire ou justement de transmettre une émotion. Et moi, ça a toujours été transmettre une émotion, que ce soit dans les films ou dans la peinture. Ça a toujours été transmettre l'émotion que j'ai en moi et que je veux, transmettre parce que peut-être je ne la vis pas et qu'en fait, j'ai envie du coup de la vivre finalement. On a quand même quelque chose qui nous frappe et qui, moi, me frappe dans vos réalisations, c'est qu'on voit une évolution, c'est flagrant. On passe quand même de quelque chose qui peut être perçu comme un cinéma du réel. Et petit à petit, on a une sophistication qui se renforce dans le temps et dans l'évolution. Et puis une assurance aussi. Hein, c'est une question un peu pêle-mêle que je vais faire. J'ai pas fini avec un constat à la fin. On vous voit. On vous voit présente dans la scène. Et telle Chaplin, vous êtes à la réalisation, derrière, devant la caméra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça, justement? Eh bien, c'est vrai que au début, je comptais beaucoup plus, en fait, sur l'inattendu, sur ce qui était plus fort, ce que j'allais capter, et que tout cela était bien plus fort que ce que je voulais filmer. Et finalement, je me rends compte au fur et à mesure des films que il faut cette assurance quand même, avoir suffisamment confiance en toi pour se dire que la magie peut aussi venir avec ce qu'on a décidé de faire et comment on a décidé de le faire. Voilà, donc je pense que c'est un grand parcours, la réalisation. Même si j'ai commencé tôt et j'aime beaucoup mes premiers films, mais je pense que ça demande une maturité que seule l'expérience et les années vous donnent. Justement, là, dans les divers thèmes qu'on a vus, on peut se poser la question, mais comment vous choisissez ces thèmes-là? Quels sont vos thèmes de prédilection? Et on en a vu quelques-uns là, mais qu'est-ce qui vous anime globalement et grandement, justement, pour choisir un thème? Ça s'impose plutôt à moi. Je pense que c'est jusqu'à présent, mes films ont toujours été liés à ce que j'ai vécu, hein. C'est sûr. Mais parce que je suis aussi dans une économie comme elle est aujourd'hui, ça veut dire que j'ai pas eu le sentiment d'avoir très accessible des moyens tels que je pouvais imaginer des films de fiction. Mais même si j'imaginais des films de fiction à gros moyens, je pense qu'il y aurait toujours... La chose la plus importante, c'est aussi ce qui est au-delà du matériel, au-delà des mots, qu'est-ce qui se passe entre des gens, la rencontre, quel est le parcours. Et tout ça, ça serait quand même, je crois, toujours au centre de mes films. Même si autour de ça, il peut se passer plein de choses, mais c'est le voyage personnel des personnages. Et vous avez abordé rapidement la production de vos films. Ce sont des films d'auteur, c'est difficile à produire, même dans un pays comme la France qui favorise le cinéma d'auteur.
Donc, comment sont montés financièrement vos films? Est-ce que vous avez des difficultés particulières à trouver les financements? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Jusqu'à présent, j'ai plutôt eu l'ambition de mes moyens. Donc, ça, en ce sens, ça s'est déroulé comme je voulais. Je me suis jamais j'ai toujours écrit des films que je me disais que je pouvais faire quoi qu'il arrive, et avec les moyens du bord. Après, c'est vrai qu'on est privilégié en France, mais c'est quand même bizarrement, c'était mon dernier film où il y avait quelque part le plus d'argent parce que le plus d'acteurs, qui a été pour moi quand même le plus difficile, parce que dès qu'il y a des acteurs, ça implique une infrastructure plus lourde. Et du coup, on est moins libre. Donc, l'argent, les moyens, c'est bien. Mais le coût de la liberté, elle est aussi parfois de faire avec peu de choses. Est-ce qu'il y a une étape dans la fabrication du film, au niveau de la réalisation, que vous préférez particulièrement, où vous mettez tout au même niveau entre la préparation, le tournage, la post-production? Ouais, je crois que j'aime toutes les étapes. Elles sont plus ou moins tranquilles, excitantes, dominantes aussi. Mais je les aime toutes. En tant qu'actrice, on vous voit aussi en tant qu'actrice, donc on imagine qu'a priori, vos films se font sur le plateau, mais est-ce que, non, vous ne faites pas ce distinguo-là? Comme actrice, c'est très tranquille, les tournages, parce que c'est très tranquille, mais à la fois, bon, on est très utilisés, donc c'est à la fois tranquille, et puis à la fois, bon, bah, faut être très centré, je pense, pour se rassembler le soir. Et comme réalisatrice, les tournages, c'est très, très dur. Très dur. Ben, on n'a que des choses qui sont à l'encontre de nous, que des gens qui veulent prendre le pouvoir. Donc, faire un film, c'est manager les égos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comment vous gérez les imprévus? Eh bien, c'est que du management humain. Parce qu'en vérité, les imprévus, c'est inhérent à la vie. Et donc, au tournage, dès qu'il y a de l'humain, il y a des imprévus. Parce qu'il y a les humeurs, les caractères, les accidents, les corps, tout simplement, qui imposent l'inattendu. Et... Vous les intégrez dans le film, ces imprévus, justement? Ah, ça, on n'a pas le choix d'intégrer... oui, dans n'importe quel travail, et a fortiori, en plus, quand on fait des films, d'intégrer l'humain, l'inhérent, l'émotionnel, beaucoup. Donc, l'un de vos derniers films s'appelle Une famille. Donc, c'est un long métrage qui n'est pas encore sorti, donc avec au casting Jeanne Balibar, Élodie Pouchet, Elie Moon et vous-même. Et Marisa Berenson aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés sur le résumé du film, de son thème? Eh bien, c'est sur une famille à proprement parler, sur une femme, sur les rapports de femmes entre elles dans une famille. Donc, c'est beaucoup sur les sœurs, le rapport mère-fille et le rapport qu'on a à son passé, comment le passé s'impose à soi et comment on perpétue les rôles qui on est dans une famille. Si on a pris sur soi enfant, bah, en fait, les stratégies d'enfance qui sont toujours là en tant qu'adulte et qui se révèlent d'autant plus fortes quand on se retrouve en famille, puisque on est souvent les enfants qu'on était. Donc c'est beaucoup là-dessus, et surtout ces nœuds qui se rejoignent, et à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait que tout va se dénouer. Et vous êtes donc comédienne dans ce film, et comment vous parvenez à gérer le fait d'être devant, derrière, d'avoir des partenaires et en même temps d'être réalisatrice du film? Comment vous faites? Alors ça, c'est vrai que c'est assez pratique d'être dedans, parce que du coup, on peut diriger de l'intérieur. Et justement, ce que je vous disais sur l'humain, quand il y a beaucoup d'humains à gérer sur un plateau, eh bien, moi, quand je joue dans mon film, ça me permet de tourner et de gérer dans le tournage. Et ça fait qu'on a beaucoup d'heures de rush, c'est sûr, mais on a justement cet inattendu et cette efficience de l'énergie. Du coup, on ne perd pas beaucoup d'énergie à manager beaucoup avant, après, ce qu'on fait de toute façon.
Mais là, tout d'un coup, on le fait dans le film. J'ai essayé, en fait, en faisant ça, ça me permettait de maximiser, en fait, le temps de tournage. Voilà. Vous tournez comme on appelle dans la longueur, c'est-à-dire que vous privilégiez les prises assez longues pour que les personnages, voilà, les comédiens intègrent les séquences. Vous travaillez comme ça? Oui, et puis parce que s'il y a une prise, par exemple, de 5 minutes, eh bien, pour un acteur, c'est difficile de se contrôler, de se tenir pendant plus de 2-3 minutes. Donc, à un moment donné, il est obligé d'intégrer son personnage au point d'y être lui-même vraiment complètement. Et ça, de donner de lui-même, en fait, complètement. Vous voyez, la rupture entre le personnage et l'acteur se dissout. Ça veut dire qu'au niveau du montage, j'imagine que vous avez énormément de possibilités avec une méthode de travail ainsi. Oui, beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à gérer parce que quand on a été dans un tournage qui a été éprouvant, eh bien, c'est pas facile de le monter et qu'il faut cette distance et cette, quelque part, réparation du tournage parce que c'est comme une guerre, un tournage, hein, vraiment. Donc, ça prend du temps et le temps, on ne peut pas vraiment le contrôler. Et puis, il faut aussi, je pense, des gens extérieurs qui ont la distance pour créer la narration et voir les roches comme elles sont, être à même de voir les roches, pas le tournage. Par exemple, un réalisateur, si à un moment donné, il ne peut plus voir un acteur en peinture, il n'a pas envie de le monter, alors que la scène, elle est peut-être bien pour le film. Donc, oui, tout ça, c'est une gestion, encore une fois, de l'humain, sauf que c'est de soi aussi, mais qui compte. D'où la difficulté de réaliser, de produire. Je vais en profiter aussi pour parler un peu de notre jeunesse, de vous remercier aussi en leur nom, puisque sur une famille, vous avez pu accueillir pas moins de 3 élèves, les uns après les autres, l'été dernier. 4. Justement. 4, on peut dire 4 avec Aurélien actuellement en stage. Oui, on peut dire 4. Qui sont là et que je remercie d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces 4 élèves de 3IS Lyon? Alors, ça a été un moment où on a repris une session de montage avec un monteur qui s'appelle Yann Dedé, qui est un monteur très, très expérimenté. Et on a en fait travaillé à distance, c'est-à-dire que lui voyait le montage et me faisait des retours scène après scène, très, très narratifs, très, très construits justement, et que moi qui aime la matière, l'émotion, les sentiments, eh bien je pouvais avec ça remanier les choses avec Valentin, Mathieu, Aurélien. Et donc ça a été très riche aussi parce que du coup, la différence d'âge et de moi et de Yann Dedé fait qu'on n'a pas la même perception, évidemment, qu'on n'a pas la même grammaire filmique. Et c'était très riche, ça. Petite question comme ça par curiosité, on a eu connaissance quand même dans les bandes annonces ici et là que le film s'appellerait Connemara au départ. Pourquoi ce revirement justement? Alors, d'abord, il y a eu un livre qui s'appelle Connemara, et puis après, c'est les producteurs qui m'ont dit « Mais Connemara, ça parle pas vraiment du film ». Et donc, le rôle du producteur, c'est essayer d'amener une forme de cohérence et de message clair de ce qu'est le film et de comment on communique dessus. Or, Connemara, on ne sait pas déjà forcément que c'est une ville, que c'est en Irlande, et c'est pas l'essentiel du film. Moi, c'était une manière poétique, voilà, et je pense que c'était tout à fait pertinent de leur part de vouloir l'inscrire de manière plus réelle et de parler plus du film dans son titre. Et le film, là, il est à quel stade? Est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il entre en distribution? Quand est-ce qu'on pourra le voir? Alors oui, il va être présenté dans un festival là cet été et après il sortira peu de temps après. On va aborder un dernier aspect donc, de notre échange tous ensemble, c'est-à-dire c'est le fait de travailler dans le monde du cinéma en tant que femme et réalisatrice femme.
C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans une masterclass il y a quelques mois. On vous encourage à la revoir avec Agnès Salle, qui est haute fonctionnaire au ministère de la Culture et qui est dédiée à la promotion de l'égalité et la diversité. Et donc, on a longuement parlé de la place de la femme réalisatrice dans le monde du cinéma. Quelles ont été, vous, vos difficultés éventuelles de passer à la réalisation, particulièrement en tant que femme? En fait, je pense, je ne m'en rendais pas compte très jeune, mais en vérité, je crois que la vie de femme, elle n'est pas facile. On a que... en fait, on est objetisé depuis le départ. Donc, à 12, 13 ans, les filles pensent à comment elles vont s'habiller, le maquillage qu'elles vont mettre, elles veulent plaire. Donc, en fait, les deux sexes, si je puis dire, sont victimes en fait, de leur position sociale depuis le départ, parce qu'elles se vivent comme objets, et elles donnent de l'énergie à ça, et les hommes, en réponse. Mais donc, au vu de le noyau, c'est ça, et puis après, tout était difficile, quand même, mais après, je ne me rendais pas compte aussi que c'était comme ça, mais en fait, c'est la vie d'une femme qui est assez difficile, en fait. Et la vie des enfants aussi, c'est-à-dire que quand on n'a pas le pouvoir, quand on n'est pas dominant, donc enfant et souvent femme, quoi. Parce que je pense que naturellement, on est moins dominante. Donc, tout est toujours comme une guerre. Comment vous avez réussi à surmonter cela? Je sais pas si j'ai réussi déjà. Oui, non, j'ai fait plein de choses, c'est vrai, mais après, il y a aussi... j'ai laissé des plumes aussi, beaucoup. Donc, mais en tout cas, ça faisait partie, je crois, de mon caractère. Je suis aussi... j'ai un côté aussi très leader, peut-être un peu dominant aussi. Après, consciemment, j'essaie de ne pas l'utiliser dans la vie, en fait, que dans mon travail comme réalisatrice, parce que forcément, il faut être dominante pour faire des films. Il faut avoir envie de l'idée, sa vision, en tout cas. Voilà. Mais on y arrive, mais c'est pas facile, c'est pas évident, quoi. Là, dernièrement, on a vu au Festival de Cannes que la femme était à l'honneur. Enfin, on va le dire, elle était consacrée, il faut le dire. Puis on a un constat qui est encore malheureux aujourd'hui parce que, plus un budget est gros lorsqu'un producteur, on va le mettre au masculin, cherche un projet, et moins on va trouver de femmes derrière ce budget-là, en fait. Moi, ce que je peux observer, c'est que vous avez pris les devants, visiblement aussi, puisque vous êtes productrice aussi. Est-ce que c'est pour ces raisons-là aussi que... Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai présenté mon scénario à quelques producteurs et puis ils m'ont pas du tout prise au sérieux. Et donc, du coup, je me suis lancée pas parce que je voulais être productrice, mais parce que je voulais fabriquer. Donc, d'une certaine manière, être productrice, mais plus productrice exécutante. Après, je pense que c'est quand même un métier à part entière et je me vois pas productrice. Je suis productrice de mes films parce que ça s'est fait comme ça. Mais c'est quand même un métier à part entière. Vraiment, et qui est encore une fois, c'est, je crois, différentes qualités que celle de réaliser. L'égalité homme-femme, surtout dans les postes de pouvoir, donc au niveau de la réalisation, donc comme l'a dit Jérôme, c'est problématique, même s'il y a des indices positifs avec les prix à Cannes et les Césars, etc., là récemment. Mais quelle est votre vision, vous, sur ce désir d'égalité homme-femme, surtout au niveau de la réalisation? Est-ce que vous avez... un avis sur comment les choses pourraient aller dans le bon sens? Moi, je suis plus intéressée par la place de la femme en France ou dans le monde que celle spécifiquement au cinéma. Parce que malgré tout, je crois que dans le cinéma, dès qu'on est dans les arts, on a quelque chose un peu de privilégié, en fait. Même si financièrement, ça peut être dur, humainement aussi. Le fait de pouvoir créer, c'est pour moi une forme déjà de privilège. Donc, je pense plutôt à la place de la femme dans le monde, en fait. Elle est terrible. Et votre sentiment, justement, par rapport au futur
à la nouvelle génération. Est-ce qu'on peut en placer une certaine confiance allez, pour le domaine du cinéma, pour commencer, mais est-ce que vous avez un sentiment de choses qui s'améliorent, justement? Et franchement, je sais pas. En tout cas, il y a de plus en plus de mots déjà pour comprendre les choses. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai écrit un livre et j'ai écrit ce livre aussi parce que j'ai un ami coproducteur avec moi de mon dernier film qui m'a dit mais tu as un rendez-vous avec l'histoire, Isil, tu peux pas te taire comme ça. Il m'a dit ça en janvier. Et donc, il y a évidemment des hommes, lui, il a moins de 50 ans, et qui sont pas du tout dans cette dominance naturelle d'autrui. Et qui, évidemment, ça, c'est très inspirant. Et mes frères aussi sont pas comme ça. Donc, j'ose espérer qu'il y ait d'autres comportements qui veuillent se faire et pas seulement celui de jouir de la domination. Oui, parce que c'est particulièrement marquant, je trouve, dans nos générations d'étudiants qui sont quand même très impliqués dans certains mouvements comme collectifs, comme le 50-50, dans MeToo, etc. Et est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous inspire aussi? Est-ce que c'est une dynamique aussi que vous encouragez, que vous avez des choses peut-être à dire à ces prises de position pour nos étudiants? Eh bien, je crois de parler parce que même étudiant, on a été, il y a peu de temps, enfant. Donc, parler de ce qu'on a vécu parfois en mal pour ne pas reproduire les choses, quoi qu'il arrive. Et puis, pour les femmes, se centrer sur elles, pas répondre à ces codes sociaux qui est on doit faire ci, on doit faire ça, on doit plaire. Donc peut-être qu'avec tous ces éléments, ça changera un petit peu au point que ces gens-là deviennent parents et essayent d'inscrire autre chose dans la vie des enfants. J'espère. Malgré tout, il y a quand même des progrès. En fait, il y a 300 ans, les femmes ne pouvaient pas voter ou avoir un compte en banque. Aujourd'hui, elles peuvent quand même. Donc, petit à petit, il y a des changements quand même. J'espère, en tout cas, merci. On va peut-être enchaîner avec des questions-réponses avec nos étudiants. Vous pensez quoi de la représentation des femmes trans dans le cinéma, dans la réalisation, l'acting? J'ai vu un court-métrage il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, Éco-tubeur. J'étais jury au Festival de Porquerolles. Et il y en avait un, c'était justement sur un trans et l'écologie. Et j'ai trouvé ça très touchant. À un moment donné, quand ils sont filmés comme des êtres humains, après, j'ai pas vraiment plus d'avis dessus. Moi, j'ai pas forcément eu envie de faire ça. Enfin, je dis ça, mais en fait, non. Il y a eu un roman qui m'a beaucoup touchée et dans lequel un personnage était trans. Mais ce que j'aimais, c'est que ça faisait pas non plus, en fait, le sujet du film. Voilà, c'est ces nouveaux récits qui vont arriver et où ces gens seront pris dans leur globalité et pas que dans leur parcours de transformation. Je trouve ça intéressant. Ça veut dire on ramène à l'humain. Quelles sont vos sources d'inspiration? Il y avait l'humain, vous avez parlé de l'humain et du vécu, mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, en vous promenant quelque part, vous voyez quelque chose et une idée germe et de là, une écriture arrive, ou est-ce que c'est quelque chose où vous allez vous poser, essayer de réfléchir et créer un scénario ou un livre à partir de ça? Alors, moi, c'est vraiment quand je suis hors contrôle et que je ne sais pas de chercher des choses, que tout s'impose à moi. Je crois que il y a beaucoup de choses dans la vie où on a tellement appris à contrôler, réfléchir, trouver, et où en fait tout est accessible si justement on n'essaie pas de les avoir. Les idées, en fait, c'est la vie, il y en a tellement. Et ouais, ça, je ne suis pas forcément la bonne personne pour parler de ça, parce que moi, c'est très, très intuitif. Et après, c'est le temps qui fait que je vais vraiment y aller ou pas. Et puis, c'est les rencontres aussi qu'on fait qui vont contribuer ou pas à un projet dont on parle et où ça peut fédérer des gens. Ou alors,
parce qu'on en parle, tout d'un coup, mais même à un inconnu, hein, peu importe, eh bien, il y a des choses qui se révèlent et ça semble construit et ça nous donne plus envie. Tout ça, je crois, comme finalement des projets qui ne seraient pas artistiques aussi. Bonjour Isilde, à quel moment on peut ressentir qu'on tient quelque chose quand on a une idée, un scénario, et qu'on se dit rien ne m'empêchera d'aller au bout, que ça soit en tant que monteur, scénariste, donc auteur en France, et pour aller jusque derrière la caméra, voire se mettre devant. Eh bien, oui, c'est intéressant comme question, parce que je pense que c'est quelque chose qui vit presque en dehors de soi et ça s'impose. Moi, j'ai des idées toutes les semaines, tout le temps, et j'ai toujours envie de m'y plonger. Et maintenant, j'ai appris à mieux gérer ça et à me dire, on verra dans 15 jours, dans 1 mois, si cette idée vit toujours de manière importante et grandit, en fait. Le temps fait son office et c'est là qu'on sait que c'est soit des projets profonds qui s'imposent à soi et dans lesquels on va œuvrer, ou soit ça part et ça amènera d'autres choses après. Après, l'approche là dont je parle, c'est une approche presque mystique. Ça veut dire, moi, je pense pas que je pense à des projets, que je le fais. Je pense toujours que ça s'impose à moi et que j'en suis quelque part un peu je travaille à ça. Mais c'est pas quelque chose de égotype, en fait. Je crois qu'on est choisi par l'art, on est choisi par les histoires, on est choisi. Comment justement choisir la forme que prendra cette envie d'art Vous disiez tout à l'heure, je crois que vous peignez aussi, entre justement l'écriture d'un roman, le film ou la peinture. Quel exutoire vous privilégiez? Est-ce que ça aussi, ça s'impose à vous? Ou est-ce que le fond de ce que vous avez envie de raconter va faire que vous allez forcément aller vers un médium particulier? Ouais, je pense que ça se choisit. J'ai écrit un livre il y a 1 an et à un moment donné, ça s'est imposé à moi de faire que écrire, alors que quelques mois auparavant, je faisais que peindre. Donc, pour moi, c'est vraiment une énergie. Après, il y a des médiums plus ou moins naturels. Moi, je sais que je peux peindre 20 heures de suite. Et voilà, je pense que la manière dont on est avec ce qu'on fait définit, je pense, ce pourquoi on est le mieux à ce moment-là pour faire. Si vous êtes harassé parce que vous avez écrit 2 heures, peut-être vous pouvez vous dire c'est pas forcément ce que je dois faire pendant 10 heures si ça m'épuise à ce point-là. Donc toujours s'écouter de part et d'autre. Même si le cinéma est beau et porteur d'émotions et de beaucoup de choses, ça reste quand même un milieu profondément patriarcal. Donc, quelle serait la chose que vous pourriez leur transmettre à ces femmes pour qu'elles se fassent une place dans ce milieu le plus sereinement possible, en fait, et avec le plus de joie, en fait, et de joie de travailler, en fait, dans ce milieu? Je crois que ce que je pourrais dire, je ne sais pas si je pourrais, moi, donner les meilleurs conseils, hein, mais en tout cas, de manière plus large, je crois, les meilleurs conseils qu'on peut donner à une femme, je crois, c'est savoir mettre des limites, être centrée sur elle et qu'elle fasse son métier comme elle aime le faire, mais d'avoir une conscience aiguë de là où il y a des limites qui peuvent être dépassées et où ça lui va pas. Parce qu'en fait, quand quelque chose est dissonant et nous va pas un peu, parfois on a tellement en ligne de mire ce pourquoi on est là et le travail qu'on reste un peu négligente sur ces limites, alors que je crois qu'elles sont essentielles, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans tous les autres milieux. C'est-à-dire, on n'a pas suffisamment appris qu'en fait, ce qui est essentiel, et même au-delà de tout, c'est ces limites. Et elles sont différentes pour chacun. Pour une, il va y avoir des limites très larges, et puis pour une autre, très, très prescrit en fonction de son éducation, de ce qu'elle a vécu. Mais je crois que c'est essentiel. Ouais. Moi, j'aimerais poser une question peut-être directement adressée à nos étudiants et étudiantes qui sont en écriture-réalisation,
qui en 3e année font un court-métrage dit d'auteur, c'est-à-dire ils sont seuls responsables d'une histoire et d'un film à porter. On peut voir chaque année en tant que pédagogue que c'est aussi un moment un peu difficile, parce que dans un apprentissage de première année polyvalent, en 2e année, on apprend à collaborer au service d'un produit, d'une série qui répond à des standards aussi, où la notion d'auteur n'existe pas réellement. Et la 3e année, à 3IS, effectivement, là, on peut enfin s'exprimer de manière un peu plus personnelle, d'un point de vue plus auteur. Et c'est un moment parfois un peu angoissant, un peu difficile, cette liberté. On a du mal à savoir quoi en faire parfois. Est-ce que vous avez un conseil à adresser à nos étudiants ? C'est vrai que écrire des histoires, être scénariste, c'est un métier absolument incroyable, hein. C'est le cerveau des films, mais on n'a pas forcément tous ce talent, il faut le dire. Et parfois, on aime écrire. Moi, j'aime écrire des personnages, écrire une langue, mais je suis moins intéressée par la narration. Ça veut dire un milieu, un début, une fin. Donc tout ça, c'est des grammaires différentes. Donc déjà, il faut savoir ce qui soit nous touche, et si on a envie de réaliser, on n'est pas obligé de se dire qu'on va aussi écrire. En fait, on peut collaborer tout simplement parce qu'il y en a d'autres qui aiment écrire et qui n'aiment pas réaliser. C'est des compétences vraiment différentes. C'est très français de se dire qu'il y a le film d'auteur et que celui qui écrit, il réalise. Je trouve pas que c'est forcément ça à mettre comme le mieux, quoi. Et après, écrire, ça demande quelque part une introspection. Pour être un peu authentique, il faut toujours écrire quelque chose qui vient de soi, je crois. Et à nos étudiants aussi qui ont effectivement des difficultés à écrire, mais qui ont des univers à eux, mais effectivement, ils ont du mal avec la dramaturgie et ils ont aussi du mal à collaborer aussi avec des scénaristes. Oui. Et est-ce que ça a pu vous arriver? Parce que vous avez quand même des films qui sont très forts. Et en même temps, est-ce que vous écrivez tout? Est-ce que vous avez des difficultés à collaborer à l'écriture? Quand on fait un film, il faut savoir collaborer avec meilleur que soi, que ce soit au scénario, avec des chefs-op, mais sans pour autant qu'ils prennent le pouvoir sur son histoire. Et ça, ces équilibres-là, ils ne sont pas évidents à gérer. On doit en fait casser son ego, mais en même temps, on doit préserver celui de son projet. Et ces différenciations se confondent aussi beaucoup. D'où le patriarcat, les pleins pouvoirs, où parfois les producteurs ou les réalisateurs confondent leur position et leur film. Il y a un constat que j'ai fait en début d'année, quand on a créé chacun les groupes de tournage, les équipes, etc. pour les divers courts-métrages. J'ai remarqué que ceux qui étaient réalisés par les hommes étaient essentiellement constitués d'une équipe masculine. Et que ceux qui étaient réalisés par des femmes étaient essentiellement constitués d'une équipe féminine. Et du coup, je voulais savoir si vous, ça jouait aussi sur vos équipes, est-ce que vous vous entourez en général de femmes? Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment une mixité ou pas du tout? Alors oui, déjà, comme j'ai fait des films depuis longtemps, il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes techniciennes. Et surtout, ça a été exacerbé en fait récemment avec le MeToo. Mais en fait, ce qui importe, c'est pas tant le genre, c'est d'être avec des gens qui ont ce respect de qui fait le film, qui prend les décisions, et que cette personne-là n'abuse pas pour des raisons diverses, autres que le film. Mais après, évidemment, il y a des femmes dominantes, machistes aussi, et c'est pas forcément positif. Donc, en fait, il s'agit de constituer son équipe de gens qui vont vraiment respecter ça. C'est ce jeu de pouvoir, quelque part, et avoir des égos suffisamment un peu cassés pour pouvoir être au service d'un film, parce que finalement, c'est la seule chose qu'il faut. Si tout était remplacé par des machines, il y aurait vraiment, les tournages seraient très faciles. Le réalisateur n'aurait que à programmer. Ce qui est difficile, c'est vraiment l'humain. Donc, des gens gentils, il y en a, hommes ou femmes, à partir du moment où on a décidé qu'on voulait travailler avec des gens comme ça et qu'on n'avait pas besoin du conflit.
Parce que, oui, il y a aussi dans des trajectoires des gens qui étaient familiers avec le conflit et qui, du coup, perpétuent ça. À partir du moment où, justement, une femme ou un homme, il a ses limites bien constituées, il n'y a plus la place de dévier, en fait. Et du coup, même si quelqu'un est déviant, que ce soit homme ou femme, bah, quelque part, il peut être exclu. Donc, je pense que c'est vraiment avoir sa ligne, avoir ses limites et savoir ce qu'on veut de ses collaborateurs. Est-ce qu'on peut dire, un peu traduire tout ça, que quand on est réalisateur ou réalisatrice, on est quand même quelqu'un de diplomate, hein, qui doit justement composer la chèvre et le chou, faire entendre que tout le monde s'entende aussi. Oui, c'est mieux, mais après, il y en a qui ne le sont pas et qui sont au contraire très caractériels. Mais les réalisateurs diplomates, oui, c'est mieux. Mais c'est surtout le producteur qui doit être absolument diplomate. Le réalisateur, jusqu'à présent, on a un peu accepté qu'il était capricieux, mais on l'accepte de moins en moins. Aujourd'hui, si on a des réalisateurs qui sont... des artistes qui sont un peu fous et caractériels, on l'accepte moins. Et c'est plutôt très positif, parce que moins on l'accepte, moins ils vont se permettre, pour faire ce qu'ils veulent, de se comporter mal. Et c'est plutôt mieux, quoi. Encore une fois, c'est des métiers tellement de privilégiés qu'au minimum, on peut se comporter bien, quoi. Merci beaucoup. C'est la fin de notre masterclass. Je pense qu'on peut vous applaudir, Isilde. Encore merci à vous, Isilde.